Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai découvert ma mère assise sur le seuil, une valise posée à ses pieds. Il existe dans l'existence d'un homme certains instants qui tracent une ligne nette entre un avant et un après. J'ai vécu l'un de ces instants un mardi de la fin septembre, planté dans mon allée à Barrie, en Ontario, ma sacoche de travail à la main, fixant ma mère de 74 ans installée sur le perron avec ses bagages, comme si elle patientait pour un autobus qui n'allait jamais arriver. Bienvenue sur la chaîne La Revanche de Nathaniel. Laissez un commentaire, abonnez-vous, ça va vous plaire. Je m'appelle Nathaniel Hargrove, j'ai 52 ans, et depuis 18 ans, je pilote des projets d'infrastructure municipale pour le comté de Simcoe. Je m'occupe des réseaux d'égouts, des plannings de réfection routière et des contrats de construction publique répartis sur 5 municipalités. On me confie des dossiers qui coûtent des millions à corriger et je repars avec des solutions. Dans mon métier, je suis excellent. Là où je pêche, je l'ai compris trop tard, c'est pour décrypter la femme qui partage mon lit chaque nuit. Cette faille précise dans mon jugement m'a toujours paru profondément embarrassante. Avant de raconter la suite, dites-moi d'où vous nous regardez, ça m'intéresse vraiment. Ma mère, Colette, avait emménagé chez nous 3 ans plus tôt, après la mort de mon père. Elle occupait la chambre du fond, celle avec la fenêtre donnant sur le potager. L'été, elle cultivait des courgettes, l'hiver, elle suivait ses émissions culinaires britanniques et elle préparait la meilleure tourtière de tout Simcoe, peut-être même de l'Ontario entier. Je ne discuterai pas ce point. Voilà à quoi ressemblait notre vie avant ce mardi-là. Je quittais la maison chaque matin vers 7h20. Ma femme, Vivian, travaillait depuis la maison 4 jours par semaine comme consultante en communication pour une société de taille moyenne à Orillia. Ma mère, elle, restait tranquille, participait aux tâches ménagères et ne créait pratiquement aucun remous. Elle était discrète, reconnaissante, douce. Elle proposait de faire la vaisselle. Elle demandait la permission avant de toucher quoi que ce soit dans la cuisine. Elle remerciait pour des choses qui n'en avaient pas besoin. Je croyais que tout le monde s'entendait bien. J'avais tort. Les indices existaient, je les vois nettement aujourd'hui, comme on ne peut le faire qu'une fois de l'autre côté des événements. Environ 8 mois avant ce mardi, Viviane avait pris l'habitude d'appeler la chambre du fond la chambre d'amis. Jamais devant ma mère, du moins pas à ma connaissance, mais devant d'autres, des amis en visite, sa sœur au téléphone, de petites remarques glissées ici et là. Nous n'avons plus qu'une seule chambre d'amis maintenant, disait-elle. Je me souviens avoir trouvé cette formulation étrange. Je lui en avais parlé, avec douceur, une fois, et elle m'avait répondu que j'étais susceptible, que ce n'était qu'une tournure de phrase, que je dramatisais pour rien. J'avais accepté cette explication. Je n'aurais pas dû. Elle s'était aussi mise à chronométrer les choses. Viviane connaissait, avec une précision que je n'avais jamais remarquée avant, l'heure exacte de mon départ et celle de mon retour attendu. Elle suivait mon emploi du temps comme un gestionnaire de projet surveille un chemin critique. Je pensais qu'elle était simplement organisée. C'était tout autre chose dans une Écosse. En août, ma mère m'avait mentionné, en passant, que Viviane avait fait une remarque sur le budget des courses. Rien de grave, juste un commentaire. Ma mère avait haussé les épaules et je l'avais imité. Colette a 74 ans. Elle n'invente rien, elle n'exagère jamais. Quand elle décrit un événement, il s'est produit exactement comme elle le raconte. J'ai classé cette conversation dans un coin de ma tête et je ne l'ai pas rouverte pendant des semaines. Ce fut mon erreur. Le mardi en question tombait le 29 septembre. Je m'en souviens précisément parce que j'avais passé la journée entière en réunion de chantier pour un projet de remplacement de ponceau et que l'ordre du jour se trouvait encore dans la poche de ma veste lorsque j'ai tourné dans l'allée à 20h10. La lumière avait cette teinte basse et dorée de la fin septembre, à la fois chaleureuse et légèrement mélancolique. Et là, sur le perron, se tenait ma mère, une valise à ses côtés, les mains croisées sur les genoux. En me voyant sortir de la voiture, son visage a changé d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Elle s'est figée dans un calme presque théâtral, comme si elle rassemblait ses forces spécifiquement pour moi.
J'ai lâché mon sac, je me suis accroupi devant elle et j'ai demandé « Maman, que s'est-il passé? » Elle m'a répondu de sa voix posée et mesurée habituelle. Viviane était entrée dans sa chambre vers 9h30 ce matin-là, peu après mon départ, et lui avait annoncé, sans détour ni excuse véritable, que la pièce allait être nécessaire et qu'il faudrait organiser autre chose. Elle avait attendu, debout dans l'embrasure de la porte, pendant que ma mère préparait ses affaires. Ma mère ne savait qui appeler, alors elle était sortie m'attendre. Elle était assise sur cette marche depuis 11h du matin. Il était 20h10. Je l'ai aidée à rentrer, je lui ai préparé une infusion, j'ai remonté sa valise dans sa chambre et je lui ai dit qu'elle n'irait nulle part. J'ai gardé un ton parfaitement calme en le disant. À l'intérieur, je ne l'étais pas, mais j'ai géré assez de crises professionnelles pour savoir que le sang-froid est essentiel dans les 10 premières minutes. Le reste peut attendre. Je suis allé dans la cuisine, j'ai posé mes clés sur le comptoir et j'ai téléphoné à Patrick Doyle. Patrick et moi sommes amis depuis nos 22 ans. Nous avions travaillé ensemble sur un chantier d'égout à Orillia un été entier. Aujourd'hui entrepreneur général avec sa propre entreprise, c'est le genre de type qui décroche dès la deuxième sonnerie, quoi qu'il fasse. Ce soir-là, il a répondu à la première, ce que j'ai interprété comme un signe que l'univers mesurait la gravité du moment. Je lui ai raconté exactement ce que j'avais trouvé en rentrant. Silence de son côté, puis « Nathaniel, tu veux que je vienne tout de suite? » J'ai dit non, pas encore. Il a demandé ce que j'allais faire. J'ai répondu que j'allais passer un autre coup de fil. À qui a-t-il voulu savoir? À une avocate, ai-je dit. Nouveau silence, puis Patrick a lâché, très calmement. Je pense que c'est amplement justifié. Tu as été plus patient que la plupart des hommes ne l'auraient été. Je ne lui avais jamais parlé des signes avant-coureurs. Il avait deviné la situation uniquement à partir de ce que je venais de lui dire, ce qui en disait long sur la réalité de ce qui se passait. Il est resté en ligne pendant que je cherchais mes contacts. Avant de raccrocher, il a ajouté une dernière chose. Ta mère est restée assise sur cette marche pendant 9 heures, Nathaniel. Ce n'est pas un malentendu, c'est un message. J'ai répondu que je le savais. Il a dit « Bien, passe cet appel. » J'ai appelé Eleanor Voss ce soir-là même, une avocate spécialisée en droit familial installée sur Mulcaster Street, réputée pour son talent particulier à faire paraître n'importe quelle crise, même la vôtre, comme la plus banale qu'elle ait traitée de la semaine. Méthodique et directe, elle fait avancer les dossiers avec une assurance qui vous convainc que l'issue n'a jamais vraiment été incertaine. Je lui ai exposé les faits. Elle a écouté sans m'interrompre une seule fois, une qualité que j'apprécie sincèrement. Une fois que j'ai eu terminé, elle m'a dit « Bon, quelques points importants. D'abord, votre mère bénéficie d'un arrangement de résidence établi dans cette maison. Elle y vit depuis 3 ans avec votre accord et votre pleine connaissance. On ne peut pas l'expulser sans procédure légale, et ce que Viviane a fait ce matin n'en était pas une. Ensuite, je vais rédiger une lettre officielle documentant l'incident et la situation de résidence. Enfin, vous m'avez parlé de vos réflexions concernant votre mariage. Je veux que vous ne preniez aucune décision sur ce sujet avant qu'on ne se reparle. Aucune. J'ai dit que j'avais compris. Elle a insisté. Je suis sérieuse, Nathaniel. Aucune décision. J'ai répondu que je l'avais entendu la première fois. Elle a conclu par un simple « bien ». Elle avait cette chaleur particulière de quelqu'un qui a vu trop de gens agir sur un coup de tête le premier jour et le regretter pendant des années. Avant de raccrocher, elle a ajouté que Viviane avait commis une erreur de calcul importante. Cela arrive souvent quand on pense que l'autre partie va simplement accepter ce qu'on lui impose. J'ai pris note d'envoyer des fleurs à Eleanor une fois tout terminé, puis j'ai réfléchi et opté plutôt pour une carte cadeau. Je ne donnerai aucun détail supplémentaire là-dessus. La lettre est parvenue à Viviane 4 jours plus tard. J'étais à la table de la cuisine lorsqu'elle l'a ouverte. Je l'ai regardée la lire, j'ai vu son expression se transformer. Elle a commencé une phrase et je l'ai interrompue.
Viviane, je n'ai rien à ajouter ce soir. Elle m'a dévisagé longuement, j'ai soutenu son regard, puis elle est partie s'installer au salon. Durant les 2 semaines suivantes, j'ai avancé discrètement mes démarches. J'ai revu Eleanor 2 fois de plus. J'ai ouvert un compte séparé dans une autre banque. J'ai répertorié avec soin les biens communs. J'ai vérifié le titre de propriété de la maison, à mon nom depuis avant notre mariage, et resté ainsi tout ce temps. J'ai suivi chaque instruction d'Eleanor, à la lettre, et je n'ai rien fait de ce qu'elle m'avait déconseillé. Viviane n'a rien vu venir, ce qui m'a franchement étonné. C'est une femme brillante. Elle avait exécuté le plan du 29 septembre avec une précision redoutable. Mon emploi du temps calculé, la vulnérabilité de ma mère exploitée, la valise posée sur le perron comme un fait accompli. Elle comprenait parfaitement le pouvoir du rapport de force. Elle n'avait simplement pas anticipé que ce rapport de force pouvait se retourner contre elle. La lettre de séparation lui est arrivée un vendredi matin, fin octobre. Sa sœur est venue la chercher l'après-midi même. On m'a rapporté qu'elle n'avait pas accueilli les termes de l'accord avec beaucoup de grâce. Eleanor m'a confié que c'était rarement le cas. Je lui ai demandé ce qui se passait généralement dans ces situations. Elle m'a répondu qu'en général, les gens revenaient à la charge environ 1 mois plus tard, une fois la réalité pleinement installée, et qu'elle s'en occuperait le moment venu. Je l'ai cru sans réserve. L'entente de séparation définitive a été signée avant les fêtes de fin d'année. Grâce à l'historique clair du titre de propriété, la répartition des biens s'est faite sans complications majeures. L'avocat de Viviane a soulevé quelques objections mineures. Eleanor les a réglées une à une avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui débarrasse une table après le repas. Ma mère est restée dans sa chambre, celle avec la fenêtre sur le potager. Un mardi soir, pendant que les documents finaux se réglaient à l'étage du dessous, elle regardait ses émissions culinaires britanniques comme toujours. Elle n'a jamais beaucoup commenté toute cette histoire. Ce n'est pas dans sa nature.